Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio 2B. Nous avons le plaisir de recevoir Alan Lowe, un docteur en astrophysique et astronomie. Bonjour Alan. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Donc vous êtes diplômé d'un master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands axes de celui-ci ? Effectivement, donc j'ai suivi le master qui s'intitule Astronomie et Astrophysique en Île-de-France. Je l'ai fait à l'Observatoire de Paris-Meudon, à la suite d'études de physique fondamentale. Et dans le cadre de ce master, eh bien, on peut étudier quasiment tous les sujets liés à l'astronomie et astrophysique, aussi bien du point de vue théorique qu'observationnel, et se préparer à des thèses, puisque c'est un master de recherche. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des études dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie ? Est-ce que c'était une passion d'enfant Alors oui, depuis que je suis petit, l'astronomie m'a toujours interpellé. Tout d'abord en regardant les premières photos prises par le satellite Hubble qui sont magnifiques. Et au fur et à mesure du temps, ma passion s'est tournée comment dire, enfin, j'ai choisi mon parcours scolaire en fonction de cette passion. Et donc après mon bac S, je me suis orienté vers une fac de physique fondamentale pour faire de l'astronomie plus tard. D'accord. Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris, l'ESIA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, au sein de l'Observatoire de Paris, il y a plusieurs laboratoires qui sont chacun spécialisés dans diverses thématiques scientifiques. Le LESIA est spécialisé dans le développement de missions spatiales, donc des sondes en direction des planètes du système solaire ou même du Soleil. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Donc il y a une partie importante qui étudie les astéroïdes, les petits corps du système solaire, donc les planètes, je l'ai dit, le Soleil, et développement instrumental, donc de missions, et aussi de télescopes au sol. Et en ce moment, je travaille sur un télescope, un radiotélescope en construction au centre de la France. Merci. Comment et quand vous y êtes entré à l'Observatoire de Paris et pourquoi avoir choisi cet observatoire plutôt qu'un autre ? Alors la suite, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2016. Et en fait, avant d'avoir un poste fixe dans la recherche, on fait ce qu'on appelle des contrats postdoctoraux, qui sont des missions de quelques années qui peuvent être faites en France, mais à l'étranger aussi. Et donc, quand j'ai fini ma thèse, j'avais entendu parler de cet instrument qui était en construction et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai voulu rejoindre l'équipe qui travaillait sur l'instrument radio, donc qui s'appelle Nénuphar. Et cette équipe se trouve au LESIA. C'est pour ça que je suis allé là. Très bien. Moi, personnellement, quand on parle d'un chercheur en astrophysique, j'imagine un homme en blouse blanche, dans une grande salle, avec des télescopes, des ordinateurs, seul ou avec des personnes. C'est pas possible d'avoir une idée très claire. Pouvez-vous nous décrire vos conditions de travail ? Alors, on ne met pas de blouse blanche puisqu'on n'a pas affaire à des produits spécifiques ou particulièrement dangereux. Par contre, c'est vrai qu'on se retrouve en face d'un ordinateur la plupart du temps. L'astronomie n'est plus ce qu'elle était il y a quelques centaines d'années où les astronomes avaient l'œil rivé derrière leur télescope. Aujourd'hui, maintenant, tout se fait de manière numérique. Donc, on travaille sur ordinateur la plupart du temps. Et en termes de population, il y a un peu de tout qui est représenté. Aussi bien du jeune que du moins jeune. Ouais. Très bien. On a cherché votre thèse sur Internet. On a lu le résumé de votre thèse, donc on n'a pas compris grand-chose. Il y avait des lettres en majuscules, des expressions comme phénomène d'accrétion et d'éjection. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques phrases ? La thèse en quelques phrases. Alors du coup, c'était une thèse qui portait sur les phénomènes de haute énergie dans l'univers. Notamment centré sur les objets binaires comportant un objet compact, donc comme un trou noir et une étoile. Dans le cadre de ces objets, une partie de la matière de l'étoile peut s'accréter, donc je reviendrai sur ce terme, autour de l'objet compact et produire des émissions à différentes longueurs d'onde. Et donc pendant ma thèse, je me suis attaché à observer certains de ces objets, donc en radio ou en rayon gamma. Mais on peut les voir aussi en X ou dans toutes les gammes de longueur d'onde. Et l'accrétion autour d'objets, c'est simplement le fait d'une matière qui tombe dans un puits gravitationnel généré par un objet compact. Donc la matière ne tombe pas directement sur l'objet, mais comme elle est animée d'un mouvement angulaire, elle va former un disque qui va lentement, et donc la matière va tourbillonner lentement avant de tomber sur l'objet compact. C'est ça le disque d'accrétion du coup.
Dans votre thèse, vous parlez des trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et s'il y a un endroit en particulier où ils se forment? Alors c'est une question assez large. En 2 mots déjà, pour comprendre ce qu'est un trou noir, il faut comprendre ce qu'est une étoile. Une étoile, c'est une boule de gaz, donc de l'hydrogène, le constituant le plus simple de l'univers, qui est en équilibre entre la force de gravitation qui a tendance à faire tomber l'étoile sur elle-même et la pression de radiation produite par les réactions nucléaires qui se produisent donc au cœur de l'étoile, donc des réactions de fusion thermonucléaire. Ces 2 forces se contrebalancent et font que l'étoile reste en équilibre hydrostatique stable, sous forme d'une sphère. Au fur et à mesure que l'étoile vit, son carburant s'épuise et donc les réactions nucléaires au centre de l'étoile ne sont plus suffisantes pour contrebalancer la force de gravitation. Et si l'étoile est suffisamment massive, elle va s'effondrer jusqu'à former ce qu'on appelle un trou noir, qu'on ne sait pas encore très bien décrire, mais c'est en gros une quantité de masse dans un volume d'espace extrêmement petit. Et le fait qu'il y ait une quantité d'énergie ou de masse localisée en un point infinitésimal engendre des effets qu'on appelle relativistes, tels que décrits par Albert Einstein. Merci. L'Observatoire de Paris a organisé le premier festival Stars Up à Meudon. Y avez-vous participé et qu'en avez-vous pensé? Alors, j'y ai pas participé directement, mais l'association dans laquelle j'ai été bénévole cette année, il y avait un stand. Et donc en gros, le but de ce genre d'événement, c'est bien sûr de créer de la médiation, à rapprocher les chercheurs ou les acteurs de la recherche vers le grand public pour leur expliquer leur travail ou des petites choses simples concernant la physique ou la chimie ou l'astronomie plus généralement. En revenant sur les trous noirs, vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à prendre une photo justement du premier trou noir? Enfin, je crois que c'est une photo, non? Ouais, donc vous faites référence à l'équipe de l'Event Horizon Telescope au début de l'année, je crois, qui avait pour but alors, prendre une photo, il faut aussi que j'explique ce que c'est que prendre une photo, mais oui, ils avaient pour but de faire une image d'un trou noir. C'est compliqué à plusieurs titres. La première chose, c'est que les trous noirs sont noirs, comme leur nom l'indique. Ils n'émettent pas de lumière, parce que le potentiel gravitationnel est tellement fort que même la lumière ne peut pas s'échapper une fois qu'elle dépasse une certaine limite, qu'on appelle l'événement des horizons, d'où le nom du projet Event Horizon Telescope. Mais pour le cas de certains trous noirs, donc la matière qui forme un disque d'accrétion autour rayonne, et ça on peut le voir, on peut faire des images. Pour les cas des plus petits trous noirs, comme ceux que j'ai observés pendant ma thèse, qui font typiquement une dizaine de fois la masse du Soleil, ils sont beaucoup trop petits pour qu'on puisse les imager avec les techniques que l'on connaît. Donc pour ce faire, l'équipe de l'Event Horizon Telescope a dû sélectionner un trou noir suffisamment gros pour pouvoir réaliser l'image. Donc ce trou noir, ils auraient pu le choisir au centre de la Voie lactée, puisqu'on a un trou noir qui s'appelle Sagittarius A étoile, qui fait quelques millions de fois la masse d'un trou noir. Mais ce trou noir connaît des sursauts d'activité et il n'est pas stable dans le temps. Donc pour faire une image, on a besoin d'avoir un temps d'exposition suffisamment long. Et faire une photographie d'un objet qui bouge, c'est compliqué. Du coup, la cible s'est portée vers un trou noir dans une autre galaxie qui s'appelle M87, qui lui est un trou noir beaucoup plus gros, de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, et donc qui bouge beaucoup moins rapidement. Et donc ils ont intégré la lumière pendant suffisamment longtemps, ont reconstruit le signal pour pouvoir imager le trou noir. Et pour pouvoir avoir une résolution suffisamment grande pour voir les structures, ils ont dû reconstituer un télescope dont le diamètre est celui de la Terre. Et pour faire ça, forcément, il n'existe aucun instrument de cette taille-là, mais ils ont utilisé des techniques d'interférométrie où plusieurs instruments radio ont observé le même objet à différents endroits de la planète. Et avec la rotation de la Terre, on a pu ce qu'on appelle synthétiser en gros suffisamment d'échelle spatiale pour pouvoir reconstruire une image a posteriori. Et ça a pris combien de temps, tout ça? Alors le projet, je ne me rappelle plus quand il a démarré, mais c'est de nombreuses années pour pouvoir construire les différents instruments. Donc ils en ont réutilisé certains qui existaient déjà. Ensuite, il a fallu un temps d'observation qui lui est assez court.
Par contre, le temps de traitement des données, lui, a été très important, puisque là, on parle de plusieurs pétabytes de données, je crois, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Et il fallait s'assurer que toute la calibration des différents instruments était bien alignée, parce que forcément, si on utilise un instrument qui se trouve au Chili, on n'a pas le même ciel, ni les mêmes propriétés observationnelles qu'un instrument qui se trouve aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Donc il a fallu recalibrer individuellement chacun des télescopes qui a été utilisé, combiner tous les signaux de ces instruments pour en faire a posteriori une image. Donc ça a pris beaucoup de temps. En parlant d'instruments, on a fait nos recherches et on a vu que vous utilisiez, vous l'avez cité tout à l'heure, un instrument appelé nénuphar. Pardon. Il s'agit de quoi et ça sert à quoi? Vous l'utilisez pourquoi? Alors donc pour revenir un peu sur les origines, en Europe, on a un réseau de télescopes radio très basse fréquence qui est sensible aux environs de 10 MHz jusqu'à 250 MHz, avec une coupure au niveau de la bande FM, évidemment, parce que sinon on n'observerait que des parasites dus à des émissions radio, typiquement. Et ce projet de télescope s'étend sur toute l'Europe. Donc, comme je vous ai dit, plus on couvre une grande distance et plus on peut observer des structures fines dans le ciel. Et donc Nénuphar est venu comme ce qu'on appelle une superstation de ce projet, qui va pouvoir se brancher pour accroître la sensibilité de l'instrument au sens global vers certains objets. Donc c'est un télescope radio basse fréquence, donc si on le voit, c'est pas très impressionnant. C'est en gros des dipôles électriques, donc typiquement ça pourrait être des fils, qui sont répartis sur un champ dont le cœur fait 400 mètres de diamètre. Mais ce qui est impressionnant, c'est pas forcément le matériel en tant que tel, mais c'est la reconstitution des signaux électriques reçus par ces différentes antennes pour en faire une image. Et c'est là où est le défi technique. Et en termes de science, on espère apporter des réponses sur des problématiques liées à la cosmologie, notamment à l'instant où les premières lumières ont pu dépasser l'espèce de plasma qui bloquait toute source de lumière après la naissance du Big Bang, après le début du Big Bang. On peut s'intéresser aussi aux exoplanètes. On aimerait bien détecter des phénomènes radio qui se produisent dans les magnétosphères de planètes. On sait qu'on en détecte beaucoup au niveau de Jupiter, de Saturne et même de la Terre. Et on ne l'a pas encore fait pour les exoplanètes. On peut aussi s'intéresser aux pulsars, qui sont une autre catégorie d'objets compacts, qui sont des étoiles à neutrons dont le diamètre fait une dizaine de kilomètres et qui tournent extrêmement rapidement et dont l'axe de rotation est différent de l'axe magnétique dans lequel elles émettent un faisceau. Et en gros, on observe un espèce de phare si le faisceau est dirigé vers la Terre. Et de manière plus rigolote aussi, on peut brancher un récepteur qu'on appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui va regarder les données a posteriori pour essayer de détecter des signaux d'origine artificielle dans l'univers. D'accord. Donc avec cet instrument, est-ce que vous étudiez une partie de l'univers en particulier? Alors on est non pas spécialement. En fait, on peut regarder absolument toutes les sources qui sont à disposition dans l'hémisphère nord, puisque l'instrument se trouve en France. Donc on n'a pas accès au centre galactique. En gros, on a accès à la moitié du ciel, un peu plus que la moitié du ciel. Très bien. En parlant du nénuphar, est-ce qu'il y a un budget délimité, limité par l'observatoire, ou vous avez, je ne sais pas combien d'argent possible? C'est une très bonne question, parce que le budget de la recherche, on en parle souvent, mais c'est compliqué. Alors pour donner un ordre d'idée, ce projet coûte environ 16 millions d'euros, personnel compris. Donc ça paraît beaucoup, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on peut regarder d'autres types de dépenses. Et pour obtenir ce budget, ce sont on répond à des appels d'offres où on essaie de récolter du budget. Donc ça se fait morceau par morceau. Ce sont les chercheurs qui rédigent les demandes de financement et souvent on est aidé à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros, voire un peu plus. Donc l'État nous aide, les régions aussi nous aident et c'est comme ça qu'on arrive à financer. L'avantage de notre projet, c'est que même s'il n'est pas encore terminé,
comme il est modulable, entre guillemets, on peut déjà commencer à récolter des données avec le peu d'antennes qu'on a déjà sur le site. Vous avez parlé d'exoplanètes, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui sont potentiellement habitables? Est-ce que vous les étudiez avec cet instrument-là? Enfin, vous en pensez quoi de ces exoplanètes? Alors avec cet instrument, on ne sera pas capable de savoir si les exoplanètes sont habitables ou non, parce qu'on n'aura pas la finesse en termes de pixels pour pouvoir résoudre une exoplanète. En revanche, on pourra juste détecter les signaux radio dus à l'interaction du vent de l'étoile sur la magnétosphère de l'exoplanète. En termes d'habitabilité, bien, on essaye de définir certaines caractéristiques pour des exoplanètes qui tendraient à dire que telle ou telle planète est plus propice à la vie. Mais la vie, c'est une grande question. Donc, je ne suis pas biologiste, mais il faudrait déjà arriver à définir la vie, quelles sont les conditions nécessaires à l'émergence d'une vie. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de réponse bien définie à ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos dernières découvertes? Quelles sont mes dernières découvertes? Alors la recherche se fait collectivement, donc c'est jamais une découverte personnelle. Mais donc alors plus récemment, j'ai beaucoup travaillé sur l'instrument radio, donc je suis plutôt impliqué d'un point de vue technique sur l'instrument. Donc je ne fais pas beaucoup de publications. La dernière, disons, d'importance date de quand j'ai fait ma thèse, où j'ai utilisé un satellite d'observation de rayons gamma pour le pointer vers ce qu'on appelle un micro-quasar, donc ce que je décrivais tout à l'heure, les systèmes d'étoiles en orbite autour d'un trou noir pour le coup. Et j'ai réussi à détecter un rayonnement gamma, qui sont les photons de plus haute énergie qu'on connaisse, en provenance de ce trou noir lors d'une éruption phénoménale en juin 2015, c'est ça. Et donc ça n'avait jamais été vu. Donc ça, c'est une de vos récentes découvertes? Récente, ça date de 2016, mais oui. Ah, une récente. Et à l'Observatoire, est-ce que vous avez des grands projets en cours pour, par exemple, est-ce qu'il y a besoin d'inventer de nouveaux outils pour découvrir encore plus l'univers? Alors il y a énormément de projets qui sont à l'étude ou en exploitation à l'Observatoire et dans d'autres laboratoires d'astrophysique en France et ailleurs. La plupart impliquent des collaborations internationales. En termes de grands projets, vous avez peut-être entendu parler de l'Extremely Large Telescope, un télescope qui fait environ 40 mètres de diamètre et qui sera en construction au Chili. Donc il y a une grosse partie de mon laboratoire qui travaille sur la mise en place de cet instrument, de savoir comment gérer les données une fois qu'elles seront acquises. On travaille aussi sur des sondes qui seront envoyées prochainement à direction du Soleil, notamment un satellite qui s'appelle Solar Orbiter, qui va être mis en orbite en février 2020, normalement, et qui aura pour but de mesurer le vent solaire qui s'échappe du Soleil et de faire aussi des mesures d'imagerie sur tout le Soleil pour apporter des questions sur l'activité du Soleil et les choses comme ça. Et plein d'autres projets que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout citer. Ça fait plusieurs fois que vous parlez du Chili. Est-ce que sur Terre, il y a forcément un endroit en particulier à privilégier pour mettre des télescopes, des stations Absolument. Alors, le choix d'un site ne se fait pas au hasard. Il faut bien sûr un endroit dénué de pollution lumineuse, parce que vous savez que malheureusement, la plupart du temps, c'est assez rare de voir un ciel où il n'y a aucune pollution lumineuse. On n'a pas l'habitude de voir ça, et quand on en voit un, eh bien, on se rend compte de la différence. Et donc ces sites se trouvent généralement forcément loin des habitations, donc dans des déserts ou des choses comme ça, où il y a l'avantage aussi d'avoir un taux d'humidité beaucoup plus faible, et donc des perturbations atmosphériques beaucoup plus faibles, et pour avoir une image extrêmement stable. En général, pour augmenter aussi la stabilité de l'image, on préfère construire les télescopes à des altitudes relativement élevées, donc au sommet de volcans comme à Hawaï ou au Chili, ou au pic du Midi en France. Très bien, merci. Concernant la rémunération des chercheurs, vous avez un
un salaire mensuel fixe. Est-ce que celui-ci, il change selon les découvertes ou les tests que vous faites ? Non. Alors, c'est un peu... pas directement. Disons qu'on a un salaire fixe, oui, comme vous dites, et c'est un salaire de fonctionnaire puisqu'on travaille pour le service public. Et donc, au fur et à mesure du temps, la grille de salaire évolue avec l'expérience, mais nous ne sommes pas récompensés à hauteur de nombre de publications ou de découvertes. Par contre, on peut avoir certains prix de manière très ponctuelle, comme les médailles du CNRS ou les choses comme ça, ou éventuellement un prix Nobel, où là il y a une récompense à la clé également, mais c'est quand même assez ponctuel et c'est pas ce qui nous motive, on va dire. Merci. Pouvez-vous nous dire s'il existe de la vie ailleurs, enfin si vous pensez qu'il existe de la vie ailleurs, et est-ce qu'on peut espérer un jour entrer en contact avec des espèces extraterrestres ? Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, je peux rien affirmer parce que la définition de la vie est quelque chose d'en soi compliqué. Ensuite, ça impliquerait de pouvoir caractériser les exoplanètes que l'on connaît de manière suffisamment fine pour savoir qu'il y a de la vie ou pas. Donc, je sais pas, en fait, les molécules complexes se trouvent dans l'univers, on en détecte quelques-unes. De là à ce qu'il y en ait d'un peu plus complexe, jusqu'à former les constituants de la vie et jusqu'à l'apparition de quelque chose qui respire, qui se reproduit ou je ne sais quoi. C'est possible. En fait, il y a tellement de galaxies, d'étoiles et de planètes dans l'univers que la probabilité qu'il y ait une forme de vie, quelle qu'elle soit, n'est pas nulle. Après, de là à pouvoir vous l'affirmer, on n'en est pas encore là. Mais comme je vous le disais, donc il y a une collaboration principalement américaine qui s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a pour but de s'intéresser à tous les signaux qui viennent de l'univers et essayer de détecter des signaux artificiels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on s'intéresse principalement à des systèmes d'exoplanètes dont le plan orbital est aligné avec notre axe de visée, puisqu'on peut supposer que s'il y a des communications interplanétaires d'une civilisation extraterrestre, elles seront principalement dirigées dans ce plan orbital. Et donc en sélectionnant ce genre de système, on va pointer nos télescopes pour essayer de repérer des signaux radio typiquement à bande étroite, artificiels. Mais on n'en a encore pas détecté pour le moment. Et vous travaillez, sérieusement, est-ce que c'est un des projets principaux ou principal, je sais plus. C'est un projet annexe, en fait, on collabore avec eux en leur fournissant nos données pour qu'ils puissent les regarder. Mais c'est en soi un projet très sérieux, donc moi aussi, quand j'ai entendu parler de ce truc-là, j'avais un sourire. Mais ils mettent en place des techniques d'analyse du signal et de détection, donc qui impliquent des mathématiques assez poussées. Et donc, ils font eux-mêmes des développements d'algorithmes assez compliqués et qui peuvent être utiles pour différents thèmes de recherche. Donc non, c'est quelque chose de très sérieux et qui a des implications sur les autres axes astrophysiques et autres. En parlant d'extraterrestres, il y a le cinéma qui est très tourné autour de la science-fiction. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des films de science-fiction qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins convaincants, selon votre avis ? Alors oui, mais dans le cinéma, on a envie de faire du sensationnel pour que les films soient attirants. Et donc typiquement, quand on se trouve dans l'espace, eh bien, on va mettre des vaisseaux avec beaucoup de bruit. Donc on pense à Star Wars où on entend le bruit des réacteurs, on entend le bruit des lasers qui viennent s'écraser. Effectivement, dans l'espace, le son ne peut pas se propager, donc on ne pourrait pas du tout détecter ce genre d'émissions. Un film qui essaye de reprendre un petit peu ces codes-là, je pourrais citer par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'est un film où il faut s'accrocher pour le regarder, parce que ça dépend un peu des goûts, mais c'est un peu plus ennuyant, on va dire. Il y a aussi toute la manière dont la gravité est traitée à l'écran. En termes de films récents, je crois qu'il y avait le film Gravity qui est apparu, qui s'est attaché au traitement de la gravité. Donc il y avait quelques problèmes évidemment, mais c'est quand même relativement fiable.
Mais bon, après, voilà, ce sont des films et ça fait aussi plaisir d'imaginer des choses un peu différentes. Merci à Alan Lowe d'avoir répondu en direct à nos questions. Nous espérons que nos auditeurs auront apprécié ces échanges et nous les invitons à toujours s'interroger sur les mystères de l'espace. En effet, merci d'être venus jusqu'à notre lycée pour nous rencontrer et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous.